Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Il est 18h tout pile, vous êtes sur 01net TV, nous sommes en direct en ce jeudi 13 juillet 2017. C'est parti pour 01 Live Hebdo. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. Le futur iPhone sera-t-il prêt à temps pour la rentrée? Sera-t-il privé de ses principales innovations? Ça coince chez Apple, il y a des problèmes apparemment. Jean-Sébastien Zanqui ce soir va tout nous expliquer. La voiture autonome. Oula, gros morceau. Cette voiture autonome arrive pour de bon, les amis. Audi dévoile l'A8, qui est l'un des premiers véhicules de série capables de rouler tout seul. Problème, on n'en a pas le droit. Et en tout cas, pas partout. Et David Noguera, qui est ici, qui est entier, puisqu'il a testé cette voiture, visiblement ça marche, va nous en parler tout à l'heure de cette Audi A8. C'est l'événement de cet été. L'actu cette semaine, c'est également cette grosse mobilisation en faveur de la neutralité du net, la neutralité d'Internet. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ça vous concerne. Delphine Sabatier va venir nous expliquer pourquoi tout à l'heure dans sa chronique Zoom Actu. Jérôme, il a tout pour plaire. C'est le meilleur smartphone de ce... Non mais ça c'est vrai, toi évidemment, la question ne se pose même pas. C'est pas de moi que tu parlais. On parlait de smartphone. Le meilleur smartphone de ce début d'année, pour Raphaël Grabi, c'est le OnePlus 5. Et ça a fait couler beaucoup d'encre au sein de la rédaction de 01net.com parce que la concurrence est dure. Il va essayer tout à l'heure de nous convaincre. En revanche, François, l'Asus Zenfone AR n'a pas vraiment emballé Jean-Sébastien Zanqui. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Il est avec nous, Jean-Sébastien, et il va nous expliquer pourquoi tout à l'heure. Vous savez quoi? C'est le 150e numéro de 01 Live Hebdo ce soir. Vous vous rendez compte? On avait démarré en janvier 2014. 150 numéros. Donc merci de votre fidélité. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. C'est parti. « 150 numéros, Jérôme, mais t'as pas vieilli. Non, t'es toujours le même. Depuis le début, dans 01 Live Hebdo, on vous propose la question 01 Net Orange. Question d'actualité, vous nous donnez votre avis cette semaine. Quel est selon vous le smartphone qui a le plus marqué ce début d'année 2017? Alors voilà, on vous en a sélectionné 4. Le LG G6, le OnePlus 5, le Galaxy S8 ou le Huawei P10. Dites-nous ce que vous en pensez. Lequel vous a fait le plus frissonner? Ce smartphone m'a fait frissonner, ça c'est tout, Jérôme. www.01nettv.com pour voter. Allez-y, votez, bien évidemment. On fera un point dans quelques minutes sur les premiers résultats de ce sondage. Alors, on ne parle pas dans ce sondage évidemment de l'iPhone, puisque l'iPhone 7 commence à dater un petit peu. C'est pas un téléphone très récent, mais en revanche, on parle de plus en plus du futur iPhone, Jérôme, qui va bientôt arriver. Enfin, oui, si tout va bien. En principe, tout va bien. Voilà, le futur iPhone attendu en principe donc pour septembre, présentation septembre, sortie octobre, si tout va bien. Si tout va bien, comme chaque année d'ailleurs. Sauf que le web bruisse de rumeurs et de bruits inquiétants. Il paraît que chez Apple, c'est un peu la panique. Il n'arrive pas à le mettre au point, ce nouvel iPhone, Jean-Sébastien Zanqui. Oui, c'est un petit peu les échos qu'on a eus là, cette semaine par notamment un site qui s'appelle Fast Company, qui est en général bien renseigné sur la question. Selon le journaliste et surtout selon une de ses sources à l'intérieur d'Apple, il y aurait carrément un vent de panique chez Apple concernant l'iPhone 8. C'est-à-dire que certaines des fonctionnalités phares de l'iPhone 8 ne seraient pas prêtes, tout simplement. Mon Dieu. C'est deux fonctionnalités qui sont concernés, c'est tout d'abord la reconnaissance faciale 3D. C'est-à-dire, on sait que voilà, l'iPhone 8 aura certainement un écran OLED sur toute la face avant, donc pas de capteur d'empreinte digitale en face avant, ou peut-être intégrer l'écran, mais c'est pas encore sûr. Alors pour suppléer, ou alors peut-être compléter ou remplacer, on sait pas encore très bien ce système d'authentification. Oui, parce qu'il y a encore un peu de secret quand même. Exactement. Apple voudrait utiliser un système de reconnaissance faciale, comme ça existe d'ailleurs sur le Galaxy S8 par exemple, mais là ce sera un système de reconnaissance faciale 3D, c'est-à-dire que il faudrait que ce soit un vrai visage et non pas la photo de la personne qui sert à déverrouiller. On sait qu'on y arrive avec le S8, c'est quand même un gros souci de sécurité. Donc il faut un objectif spécial, alors, deux objectifs. Voilà, il faut une analyse des traits qui soit plus fine, etc. Exactement, des capteurs de profondeur, des choses comme ça. Problème, matériellement, ça serait tout à fait prêt, mais au niveau logiciel, Apple serait pas tout à fait encore content du résultat. On imagine qu'ils veulent quelque chose qui soit rapide, qui soit efficace à 100%.
50% ou presque. Donc de ce côté-là, Apple est complètement apparemment dans les choux par rapport à leur plan à leur prévision, leur calendrier tout simplement. Ouais. Alors j'imagine, tu sais, les grands open space d'Apple où il y a tous ces ingénieurs qui courent dans tous les sens en disant on n'est pas prêt, on panique. Non, ça va bien se passer quand même, on va y arriver, j'espère. Oui, et puis en plus, le truc, c'est qu'il y a encore un autre système qui n'est pas encore au point, c'est le système de rechargement sans fil. On parle aussi de ça pour le futur ça iPhone. Marche ça déjà sur les téléphones. C'est pareil, ils utiliseraient le standard qui est QI, vous savez, QI, qui est un standard qu'on connaît dans la téléphonie. Mais là aussi, ça serait du côté logiciel qu'Apple ne serait pas content. Ils veulent certainement l'adapter d'une manière ou d'une autre à leur iPhone, et ils ne seraient pas contents. Alors, l'idée, ça serait que l'iPhone pourrait avoir soit du retard, soit pourrait sortir avec le matériel qu'il faut, c'est-à-dire le capteur qu'il faut en façade pour la reconnaissance 3D, la puce qui permet le rechargement sans fil, mais que ces fonctionnalités ne seraient pas activées, en fait, tout simplement dans l'iPhone qui serait commercialisé. Dans les prochaines mises à jour d'iOS 11. Exactement. Et en fait, c'est quelque chose qu'Apple a déjà fait, puisque dans l'iPhone 7 Plus, avec le mode portrait, exactement, photo, le double capteur permet ce mode portrait avec cet effet bokeh, cet effet de flou qu'on voit en arrière-plan, qui est très joli, mais c'était pas à la sortie de l'iPhone 7 Plus, c'est arrivé en novembre ensuite, donc 2 mois après sa sortie, où il était disponible à tout le monde, mais pas à la sortie. Donc ça serait quand même assez fou que Apple n'arrive pas à sortir 2 fonctionnalités majeures, ça fait quand même beaucoup. Donc ça serait un peu un aveu d'échec pour Apple. Et puis l'histoire du capteur d'empreinte, s'il n'y a pas de reconnaissance faciale, il va forcément y avoir un capteur d'empreinte quand même, puisque l'App Store, on s'authentifie avec sur le capteur d'empreinte. Apple Pay, on s'authentifie avec. On est obligé d'avoir impossible d'avoir un système de reconnaissance, quel qu'il soit, d'authentification. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, mais un peu de panique en ce moment chez Apple. Et voilà, il reste quelques semaines, jours pour finaliser tout ça, parce qu'il faut qu'il rentre en production bientôt. Capteur d'empreinte qui marche pas, la recharge par induction qui marche pas, le système de reconnaissance non, mais ils vont régler le problème. Biométrique qui marche pas. Ils ont vécu pire. Rappelez-vous comment a été fait le premier iPhone. Oui. À quelques mois du lancement, il n'y avait rien qui fonctionnait. Tout à fait. Et puis, attention, tout ça, ce ne sont que des rumeurs, les amis. Peut-être qu'il y a des ingénieurs d'Apple qui rigolent en se disant « Ah, regardez-les, mais tout fonctionne. En fait, ils croient qu'on est en panique. Pas du tout, tout va bien. » Non, mais c'est vrai. Mais c'est possible. Après, c'est des sources a priori fiables, mais tout est possible. Et pendant ce temps-là, nous, on parle d'Apple. Donc voilà. tout va bien. Super. On a oublié de vous dire que, comme d'habitude, depuis 150 numéros, ce 01 Live est interactif. Vous pouvez réagir, poser vos questions sur Twitter, #01Live. Ou par fax au 04. Non, je plaisante. Le fax, ça ne marche plus. Je crois que Jérôme l'a débranché la semaine dernière. Le fax a été débranché. Déconnecté. Oui. Donc Twitter, #01Live. On reçoit toujours les courriers papier. Oui, bien sûr. Beaucoup de déclarations d'amour pour Jérôme. Et donc aussi, autre moyen pour discuter avec nous, c'est via les commentaires YouTube. C'est pratique puisqu'on est en direct sur YouTube. Vous pouvez nous laisser un petit message. Noémie gère tout ça de main de maître, comme d'habitude. Alors, on va passer de l'iPhone à la voiture, mais pas n'importe quelle voiture. Il est avec nous, c'est David Noguera. Bonsoir David. Bonsoir. Monsieur 01 Drive, on peut le dire. Oui. Comme ça. Comment ça va David? Très très bien. David était à bord de l'A8, les amis, ces derniers jours. Il frimait à Barcelone. Moi, je le voyais sur les réseaux sociaux. On n'a pas roulé avec. C'était une presse statique, mais impressionnante. Impressionnante. Alors ça, c'est une petite démo puisqu'on l'a vu la veille du reveal officiel qui était le mardi, mardi 11 donc. Et donc quelques petites images tournées en studio, ce qui nous a surtout permis de rencontrer les ingénieurs et d'être bluffés. Ingénieurs et puis designers extérieurs et intérieurs, parce qu'il y a énormément de boulot qui a été fait. Alors moi aussi, dans mon A8, il y a un chargeur Qi, mais il fonctionne. Et il y a plein d'écrans surtout, un travail incroyable de la part d'Audi, avec cette planche de bord. Alors c'est des choses qu'on avait déjà un petit peu vues au moment du CES, 2 écrans tactiles, un retour haptique, pour avoir cette sensation de feedback en fait lorsqu'on appuie sur les boutons, ce qui est un petit détail avec un énorme impact, c'est-à-dire qu'on sait lorsqu'on appuie sur ce bouton, bien sûr, ce qui est très important lorsqu'on conduit, parce que ça évite de chercher la petite zone tactile, de détourner le regard trop de la route pour aller appuyer sur ces fameuses touches tactiles. Là, très rapidement, avant d'arriver sur ce qu'on a vu
vu à l'instant à l'image, c'est comme on est sur un véhicule très premium, c'est des aérateurs qui sont motorisés. motorisés. C'est un peu la voiture flagship d'Audi. Ah oui, c'est le vaisseau amiral de la marque avec des écrans LCD. Ça coûte d'ailleurs un vaisseau amiral. Alors c'est à partir de 90 000 €. Oh, voilà. Donc voilà, donc effectivement ça tousse là-bas. Et quand on n'a pas toutes les options pour ce prix-là. Non, évidemment. Et on n'aura surtout pas, c'est le gros gage, en tout cas la grosse promesse d'Audi, qui est la conduite autonome de niveau 3, puisque cette Audi, elle est équipée de série, à condition d'y mettre les moyens, enfin d'acheter les options, bien évidemment. Ah, donc c'est pas de série. Tous les senseurs, etc. De série. C'est-à-dire de série en option. Quand on dit de série dans un véhicule, c'est-à-dire que ça peut sortir d'usine. Un véhicule peut avoir c'est pas dans l'offre de base, c'est proposé dès sa sortie. C'est pas dans le modèle à 90 000 €. Non, va falloir mettre un petit peu plus pour aller s'acheter son lidar. lidar. C'est pas un prototype. C'est plus du prototype. Je peux acheter ces options sur ce véhicule. C'est le premier véhicule. C'est le premier véhicule. Exactement. Alors en fait, évidemment, quand on se retrouve dans une conférence comme celle-ci, surtout qu'elle a été animée avec un truc de dingue, cette A8, elle a été portée par un vérin mécanique. Je sais, pour ceux qui nous ont suivis un petit peu sur Facebook et Twitter, lors de la conférence, il y avait quand même un bras robotisé qui portait cette voiture qui fait quand même 5,20 m de long et qui animait dans un faux décor, en fait, dans un décor projeté. Ouais, mais enfin, vous l'avez pas vu cette rouler animation. quand même. Donc on ne l'a pas vu rouler parce que c'était une présentation statique, comme il en existe beaucoup dans l'automobile. Il y a des vidéos qui circulent sur les capacités de conduite autonome, qui sont pour l'instant que des vidéos de représentation 3D. Mais évidemment, il va falloir, comme tu le disais, François, que la législation le permette. Ce qui est sûr, c'est que comme on a une Tesla qui est très très efficace avec son pilotage automatique, on a aussi des messages d'alerte lorsqu'on lâche les mains. Au bout d'un moment, elle dit attention, reprends la main. Là, donc, ça ne sera plus le cas. Elle est plus que la Tesla ou elle fait la même chose? Alors, ça va être compliqué. Ça, il va falloir vraiment le tester parce que effectivement, quand on est dans un événement comme ça, on se dit OK. Les mecs, ils sont très très forts. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi. Ce qui est sûr, c'est que le pilotage automatique de Tesla fonctionne aussi très bien. Celui qui est sur série 7, la délégation de conduite, fonctionne aussi très bien parce qu'ils ont des capteurs qui sont quand même bien performants. Là, je pense que sur Audi, on est quand même un cran au-dessus, même s'il ne faut pas oublier que les Tesla qui sortent actuellement d'usine sont équipés des capteurs qui serviront pour la conduite full autonome chez Tesla. Ouais. Alors attends, parce que de l'activation logicielle. La voiture autonome chez Tesla, ça veut dire que 1, elle peut suivre la file. Exactement. 2, elle peut changer de fil. Elle garde la vitesse et elle s'adapte en fonction de la voiture qui est devant. Et 3, elle peut sortir de la file si tu lui demandes. Exactement. L'étape d'après, c'est quoi? C'est de suivre une navigation GPS, par exemple? Alors, il y aura toujours ces problèmes de navigation GPS. Ça ne pourra pas être exclusivement ça. Il faudra toujours qu'il y ait la redondance de capteurs, ce qui se passe autour. Et le véhicule devra être capable de se positionner au-delà de la position GPS qui peut ne pas suffire. C'est-à-dire qu'il y a des technologies comme le lidar. Donc cette Audi, elle peut intégrer un lidar. Et ça, c'est quand même une belle performance parce que c'est un capteur qui coûte très cher. Lorsqu'on parlait des premiers véhicules autonomes, c'était des technologies qui coûtaient 50-60 000 €. Donc là, on est quand même sur un véhicule. C'est là où c'est vraiment une première. Voilà, c'est là où on est vraiment sur une première. Donc il y aura toutes ces technologies-là qui seront capables de détecter des obstacles et permettre à cette Audi de se positionner. Là, on la voit dans un flux de véhicules parce qu'il reste encore pas mal de petits points à éclaircir. Évidemment, est-ce qu'elle pourra changer de voie seule? Là, on est vraiment sur à moins de 60 km/h. Décider de changer de voie, c'est ça le truc. À moins de 60 km/h, elle peut conduire seule. Pour l'instant, est-ce qu'elle va pouvoir changer de voie, etc. Je pense que tout ça, ça va aussi arriver avec la législation. Qu'est-ce que la législation autorisera? Qu'est-ce qui sera possible de faire dans ces phases de délégation de conduite? Tu as sorti tout à l'heure le mot magique. Elle est donc validée comme étant une voiture autonome de niveau 3. Oui. Il y a 6 niveaux en tout, je crois. 5. Oui. D'accord. Donc on est à mi-chemin. On est à mi-chemin, tout à fait, ouais. Sur de ces phases de délégation autonome. L'étape d'après, chez certains constructeurs, ça va être je lâche les mains et je ne touche plus au pédale. En fait, ce qu'on appelle eyes off, hands off. On est déjà là-dessus, sauf que c'est moins de 60 km/h. L'étape d'après, c'est à toutes les vitesses. Et certains parlent même que niveau 4, on pourra commencer à tourner le dos à la route. Oui. Et en cas d'urgence, le véhicule se stoppera automatiquement. C'est-à-dire qu'on va recevoir un message d'alerte. Soit on reprend le volant, ça sera le cas aussi ici, mais là, soit on a le dos tourné à la route et puis on reprend le volant et on se dégage d'une situation d'urgence, soit ça sera un opérateur. Certaines marques comme Nissan envisagent d'avoir des opérateurs qui sont capables de prendre la main à distance pour faire bifurquer le véhicule. Et là, on arrive carrément aux véhicules de niveau 5 qui sont
les véhicules 100% autonomes et qui peuvent se déplacer tout seuls. On leur donne une adresse, ils vont vous chercher au supermarché, etc. Et bien évidemment, cette Audi, elle est assez dingue parce qu'en plus, elle peut se garer toute seule dans un parking. Donc il y a tous les process, toutes les phases de test qui sont avec des parkings pilotes où les passes de parking sont connectées. Je dépose ma voiture à l'entrée du parking et puis elle va se garer toute seule. Et d'ores et déjà, on peut lui demander de se garer dans son garage ou dans une place de stationnement qui serait trop petite pour sortir du véhicule comme on en a plein dans Paris. Et voilà, donc c'est officiellement la première voiture donc, de niveau 3. Oui. Elle sort quand ? Elle sortira à partir, c'est-à-dire qu'il va y avoir Francfort, donc les premières commandes vont arriver à peu près à ce moment-là. Je pense que fin d'année, début d'année prochaine, on devrait commencer à en avoir sur en concession. Après, encore une fois, il y a une législation qui doit bouger. Et pour ça, c'est... Après... Il y a Caribou qui nous demande, lors d'un accident avec une voiture autonome, est-ce qu'on peut accuser l'ordinateur ? Vaste question. Non, on est censé... C'est pas moi, c'est l'ordi. Alors, il y a pas ça va être génial. On va avoir des autonome. discussions quand on va avoir des clashs. Je pense que la loi dira que vous devez rester mettre à bord du véhicule, en tout cas tant qu'elles ne seront pas certifiées, par exemple, de niveau 4. Ah bah oui, parce que niveau 3, on est censé être derrière le volant et être capable. Lâcher les mains. Exactement. Sur la Tesla, quand on lâche les mains trop longtemps, elle s'énerve. Oui, moi, elle m'a même fait un coup extraordinaire. T'as foutu une claque. Elle m'a grondé et elle m'a puni. C'est pas bien. Elle m'a grondé, elle m'a puni, c'est-à-dire qu'après, elle voulait plus se mettre en mode autonome. Il faut s'arrêter, il faut couper le moteur. Voilà. J'étais obligé de m'arrêter, de la caresser, de lui parler gentiment. Ça a été la contrainte qui a été demandée suite aux différents accidents de C'est assez Tesla. vexant quand la voiture t'engueule, tu vois. Te dit, non, là, vous faites n'importe quoi, ça suffit. Là, il y a juste un petit plan qu'on voit derrière moi, parce que c'est vrai qu'on est sur un véhicule qui coûte très très cher, mais c'est aussi parce qu'il est complètement dingue. L'intérieur, le multimédia, évidemment, on a une vidéo plus complète qui arrive, mais là, c'est suspension pilotée. Et là, par exemple, ce qu'on voit à cet instant précis, c'est qu'on connaît les suspensions pilotées, mais là, chaque suspension est pilotée. C'est-à-dire que chacun des amortisseurs est couplé à un moteur qui peut gommer les déformations de la route, les nids de poules, etc. Mais aussi, en cas de choc latéral, protéger les passagers en surélevant la hauteur de caisse afin que justement... Le choc, c'est une nouvelle forme de protection finalement. Ah mais là ils sont dans des technologies de pointe, c'est juste incroyable, vraiment. Il y a Romain sur YouTube qui nous dit on voit rouler cette Audi dans le dernier Spider-Man. Alors je sais pas si c'est vrai. Alors Spider-Man était là, et donc était là à la conf. Justement parce que je pense que c'était un des véhicules du film. Ah, ok. Et oui, puisque maintenant on sait la promotion de ces véhicules passe aussi par les grosses super-productions de films tels que Spider-Man. Merci beaucoup David Noguera pour ce coup d'œil sur cette voiture du futur. Ça donne envie, ça donne envie. C'est extraordinaire. Vraiment, la voiture autonome, c'est un sujet qui est passionnant et on va vivre des trucs incroyables dans les années qui viennent. Bon. La neutralité du net, c'est compliqué, mais ça nous concerne tous, on vous le disait. Et Delphine Sabatier is back dans 01 Live Hebdo, c'est tout de suite. Mais avant d'accueillir Delphine, notre question 01 Net Orange de ce jeudi soir. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande aujourd'hui ? On vous demande de choisir, c'est compliqué. Quel est le smartphone, à votre avis, qui vous a le plus marqué ce premier semestre 2017 ? Ah, regarde, pas mal. Galaxy S8 en tête. Suivi logique. du OnePlus 5. On va en parler tout à l'heure avec Raphaël, puisque c'est son chouchou de l'année. Le Huawei P10. C'est juste derrière. G6. Voilà, alors ça c'est une première photo de ce sondage, n'hésitez pas. Continuez à voter, ça se passe sur www.01nettv.com. Bonsoir Delphine Sabatier. Bonsoir Jérôme, Salut. bonsoir François. Salut Delphine. Salut Vies. Delphine qu'on retrouve comme tous les jeudis soirs pour sa chronique Zoom Actu. On fait un zoom sur un fait d'actualité qui s'est déroulé hier en fait. Grosse journée d'action en faveur de la neutralité du net. Plusieurs grands sites se sont mobilisés. C'est quoi l'enjeu, Delphine Sabatier ? L'enjeu, c'est de vous y intéresser. C'est le gros défi toujours intéressé. que je vais essayer de relever aujourd'hui. C'est vous intéresser à un sujet qui fait en général bâiller un peu tout le monde. Non, alors vous qui nous regardez, ne zappez pas. Non, vous allez voir, c'est passionnant. Et raconté par Delphine, c'est top. Non, mais c'est surtout hyper simple en fait. On a l'impression que ça recouvre des notions très complexes. Pas du tout, c'est très simple à comprendre. C'est important de s'y intéresser parce que c'est l'Internet tel qu'on le connaît tous qui peut être menacé et qui peut être transformé. Ça peut vous coûter de l'argent. Ça peut aussi vous retirer des services auxquels vous accédez librement.
Donc c'est important d'en parler aujourd'hui parce que hier, il y a eu une grande mobilisation aux États-Unis. Ce sont des dizaines de milliers de sites qui ont affiché des messages vraiment protestataires pour dire nous, on est contre le retour vers un Internet qui soit c'est-à-dire des contrôlé, attaques contre la neutralité du net. voilà, et qui ne soit plus celui qu'on connaît en fait depuis le début, qui est libre, qui est ouvert et qui permet surtout à tout le monde d'accéder à l'ensemble d'Internet de la même façon. C'est-à-dire que aujourd'hui, peu importe mes revenus, peu importe mon opérateur, je vais accéder au même Internet que mon voisin. Ça semble évident et pourtant, eh bien, ça veut dire qu'on considère qu'Internet, c'est un bien public et donc que tous les opérateurs doivent nous offrir le même service. Je n'ai pas un Internet différent en fonction de mon opérateur. C'est ça aujourd'hui la neutralité du net. Alors justement, à quoi ressemblerait cette neutralité sans la neutralité justement, si on enlève la neutralité sur Internet? Eh ben, on pourrait imaginer par exemple que je doive choisir entre Deezer ou Spotify. Que certains services vont devenir payants parce que mon opérateur estime que ça lui coûte beaucoup d'argent de proposer ce service. Que l'opérateur qui possède des médias eh bien, décide de mettre en avant uniquement les sources d'information, les chaînes de télé qui lui appartiennent et non plus, par exemple, 01net TV. Ah bah oui. Voilà, Ça donc sera nous, embêtant. on veut être accessible partout chez tous les opérateurs. Ce serait un Internet qui serait modifié, qui pourrait même être censuré. On pourrait avoir une liberté d'expression qui serait revue là aussi par les opérateurs. On peut tout imaginer. À partir du moment où ils ne sont plus tenus d'offrir le même Internet à tous, on peut tout imaginer. On peut imaginer aussi que ça va nous coûter très cher, que si on veut accéder à un Netflix de bonne qualité, avec un super débit, de la haute définition... Il faudra rajouter quelques euros pour avoir l'option Netflix voilà. au débit. Et que mon pauvre voisin qui, lui, n'a pas payé, eh bien Netflix, il pourra toujours courir pour s'y connecter. Ce sera très compliqué. D'ailleurs, on a un peu connu ça à une période. Les opérateurs bridaient le peer-to-peer et certains services. Voilà. Aujourd'hui, la neutralité... des aventures de Free avec YouTube. YouTube. Aujourd'hui, la neutralité du net, eh bien, elle empêche les opérateurs de faire ce genre de pratique. En tout cas, elle met des règles qui interdisent ça. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué aussi dans l'autre sens parce que quand vous avez un acteur genre Netflix qui bouffe toute la bande passante à lui tout seul, enfin bref. Pourquoi on en parle maintenant de cette histoire-là ? Justement, on en parle pour ça. Tu as tout à fait raison, Jérôme. C'est une question de gros sous, en fait. C'est parce que les opérateurs, eux, ils en ont marre. Ils disent, voilà, nous, Internet, au début, c'était sympa. Il y avait 2-3 mecs qui chattaient entre eux. Aujourd'hui, il y a des services comme Netflix. Il y a des Facebook Live. Il y a des, voilà, ce sont des contenus qui prennent énormément de place dans les tuyaux et donc qui coûtent de l'argent. Il faut des infrastructures toujours plus importantes et aujourd'hui, qui payent principalement les opérateurs. Et donc, ils disent, on en a marre. Il faut que tout le monde participe à ça. En vrai, la négociation, il faut qu'elle se fasse entre les opérateurs et les fournisseurs de services. Il faut que les Google, les Facebook, tout ça participent aussi. Donne de l'argent aux opérateurs. Voilà, à modifier ces infrastructures, à les faire évoluer, parce que évidemment, eux aussi, c'est leur intérêt que leurs services soient bien desservis. Donc pour l'instant, c'est une guerre commerciale entre eux, et on se dit, finalement, c'est plus simple si on fait payer l'utilisateur final. Et oui, parce que là, dans ce cas-là, tout le monde est content. Nous, on paye une petite somme, on a un beau service tout mignon. Les opérateurs, eux, ça leur permet d'innover sur leurs infrastructures. Et les fournisseurs de services, il reste un service gratuit. Voilà. Donc voilà, est-ce que les Netflix, les YouTube, les Amazon Prime Video vont payer les opérateurs? C'est le gros débat. Hein. Et c'est un vrai débat aujourd'hui aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a eu une mobilisation importante hier parce que Donald Trump a quand même lancé un signal un peu alarmant. Il a mis à la tête du régulateur des télécoms américains un opposant, un fervent opposant à la neutralité du net, qui a même dit que la neutralité du net, c'était une erreur. Donc voilà, donc là, en ce moment, il y a vraiment des débats en cours. Ça se joue là-bas. Pour l'instant, ça ne se joue pas en Europe, mais on se dit que si la donne change aux États-Unis, ça peut nous retomber sur la tête aussi. Oui, bien sûr. Donc on suivra ça. Merci Delphine. Voilà, sujet passionnant, n'est-ce pas? Mais écoutez, je suis sûr que sur les réseaux, tout le monde a bien compris cette neutralité du net. C'est un sujet qui est effectivement passionnant. 18h23. Et on parle de smartphone tout de suite. On y va. Parce que les smartphones, on aime ça sur 01net TV. Tu veux que je le refasse? Non, si tu veux, vas-y. 01net TV. Ouais, on dirait Siri, mais fatigué un peu. Ouais. Raphaël Grabi nous a rejoint. Salut Raphaël. Salut Raphaël. Salut Jérôme. J'aime bien.
Raphaël Grabli, qui, vous le savez, nous parle régulièrement de smartphone. Avec Jean-Sébastien Zanqui, ça va être le fight, les amis. Il est amoureux, Raphaël. Ah bah oui. Non, mais d'un côté, nous avons l'Asus, de l'autre côté, le OnePlus 5. Donc vous allez voir. Alors je ne sais pas si le match est vraiment très équilibré. Pas trop. Mais on va en parler dans un instant. Je vous rappelle que vous pouvez voter ce soir. Notre question 01net Orange. Orange. Pas rouge, orange. C'est une nouvelle langue, ne vous inquiétez pas, je suis en train d'apprendre une nouvelle langue et d'en créer une aussi au passage. C'est la mutation de l'été. C'est ça, exactement. Et donc, on vous demande de voter pour votre smartphone préféré sur ces 6 premiers mois de l'année. Alors, il y a le OnePlus 5, il y a le Huawei P10, il y a le Galaxy S8, il y a le LG G6. Faites-nous, donnez-nous votre avis, on verra les résultats tout à l'heure. Le OnePlus 5, justement. Tu apprends ma langue. Elle est pas facile, hein. Non. Mais oui, mais je t'expliquerai tout à l'heure. Oui, je sais. Oui, je disais, Raphaël est amoureux. Il est amoureux du OnePlus 5, si j'ai bien compris. Ouais. Il ne nous parle que du OnePlus 5. Oui, c'est vrai. Non, mais j'ai eu un coup de cœur. Qu'est-ce qui se passe ? Non, mais en fait, ce qu'on a essayé de se poser comme question, parce qu'évidemment, on les teste, on fait des top 10 en photo, tout ce qu'on veut, etc. Et je me suis posé une question. En fait, à la base, j'ai un ami qui m'a dit voilà, j'achète quoi comme smartphone ? Tiens, on m'a jamais posé que cette question. Voilà, qu'on pose régulièrement, c'est vrai. Jamais. Mais c'est vrai que c'est une question où, dans ce cas-là, il n'y a pas que la question technique qui se pose. On se dit le rapport qualité-prix, etc. Et je lui ai recommandé le OnePlus 5 et je me suis dit que j'allais peut-être. Alors, je me suis concerté aussi avec Jean-Sébastien. Et on va dire qu'on s'est à peu près mis d'accord pour se dire que si on recommandait un smartphone à un ami, un beau-frère, un cousin, etc., ce serait peut-être plus le OnePlus 5. Parce Pourquoi ? que, alors, évidemment, il y a un point qui est très important, c'est le prix. Il coûte 499 €. Les autres, on va dire que c'est plus 600, 700, 800, 900, 1000 €. Ça monte jusqu'à je sais pas combien. Donc c'est le meilleur rapport qualité-prix Oui, du moment, oui, on va dire. c'est le meilleur rapport qualité-prix du moment, mais on va dire que ça pourrait être étonnant pour les lecteurs qui suivent OnePlus, parce qu'en fait, il y a quand même une hausse de prix chez OnePlus qui a été d'ailleurs assez remarquée et assez discutée par les lecteurs et d'ailleurs un peu par tout le monde. C'est-à-dire que l'année dernière, le OnePlus 3, il était lancé à 399 €. Donc il a pris 100 € dans l'année. Simplement, j'ai trouvé que cette hausse de prix de 100 €, elle était complètement justifiée. Déjà, parce qu'au niveau du design, j'ai trouvé qu'il passait un vrai cap. Alors, c'est vrai, on peut dire qu'il ressemble un petit peu à l'iPhone 7 Plus, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. En fait, ça leur a un peu porté préjudice parce qu'ils ont communiqué sur une photo où on voyait le double capteur comme ça. Mais en fait, quand on le prend en main, il est quand même assez différent. Après, en termes de puissance notamment, c'est juste pour moi le meilleur smartphone pour jouer. Mais il est au-dessus de la mêlée. Alors, il a le Snapdragon 835, etc. Mais qu'ont d'autres smartphones. J'ai aussi HTC le U11, le Xperia XZ Premium. Il y a le S8, évidemment, qui n'a pas le Snapdragon chez nous, mais enfin qui a un Exynos qui est une bombe atomique aussi. Sauf qu'en jeu, je ne sais pas pourquoi, ce OnePlus, j'ai trouvé qu'il était supérieur à tous les concurrents. Au niveau fluidité, etc. Ça fait un bon argument. Ça fait un argument. Donc, il arrive à être supérieur à tous les autres. Ce qui m'a plu aussi, c'est le parti pris en photo. Déjà, en photo, si on prend simplement le capteur, on retourne sur les excellentes bases de OnePlus qu'il avait fait par exemple avec le OnePlus 2, c'est-à-dire qu'en dans des bonnes conditions lumineuses, il est super performant. Il est derrière le S8, derrière le LG G6 et surtout derrière le HTC U11 qui est vraiment le meilleur en photo pure. Mais il est très bon en photo. C'est pas le meilleur du monde. Non, c'est pas le meilleur, mais c'est le meilleur homogène, on va dire. C'est le meilleur équilibre. Voilà, le meilleur équilibre. C'est un mannequin. Et voilà, et ça c'est l'autre chose qu'on peut dire, c'est un mannequin. Et justement, et ça c'est l'autre argument, c'est qu'il a un second capteur qui a une focale différente, plus resserrée, comme l'iPhone 7 Plus, et donc il propose un vrai mode portrait, justement. Et le mode portrait, il est au moins aussi bon que l'iPhone 7 Plus, qui est très bon celui de l'iPhone. Hein. Mais celui-là, franchement, il est très convaincant. Et donc finalement, alors on voit d'ailleurs, on voit très bien Noémie justement, et on voit que d'ailleurs Noémie d'un côté elle est un peu blanche, de l'autre côté elle est. Voilà, et on voit justement en basse lumière. Là, on était au labo, donc parce que c'était maquillé différemment, non ? Non, c'était à 2 secondes d'intervalle. Ah pardon. Et justement, on voit quand même que la photo à gauche, elle est un peu plus lumineuse, un peu plus détaillée, pardon. Ouais. Donc, dans certaines conditions, il est même meilleur que l'iPhone 7 Plus. Donc voilà, alors écoute, n'en jette plus, tu nous as convaincus. Voilà. Écoute, donc c'est vous m'en mettrez 10, une palette s'il vous plaît. Non mais après, il faut prendre des précautions parce que évidemment, je m'adresse à des gens qui cherchent le meilleur rapport qualité-prix. Évidemment, il fonctionne sous iOS. Voilà, logiquement, évidemment. Oui. Non mais d'ailleurs, la surcouche, en plus la surcouche est vraiment super, c'est hyper épuré, mais vraiment sympa. Après, c'est pas non plus, voilà.
le S8, si on a 800 € à dépenser avec l'effet waouh, avec l'écran, en fait, le S8, c'est vraiment si on va avoir le smartphone de demain, etc. Là, c'est le S8. Oui, avec les toutes dernières technologies. Exactement. Qu'on paye plus cher, bien sûr. Qu'on paye plus cher, qui est plus innovant. Raphaël, tu nous as convaincus. Bravo. Alors Jean-Sébastien Zanqui, là, sort les rames, sort le paddle. Sors les rames. Il va essayer de nous convaincre aussi. C'est surtout le smartphone qui sort les rames. Oui, c'est le smartphone qui sort les rames avec le Asus. Donc, dernier modèle d'Asus, puisqu'il faut quand même le savoir, peut-être que vous ne le savez pas, mais Asus fait des smartphones. Tout à fait. Asus fait des smartphones, de bons smartphones. On a testé il n'y a pas longtemps le Zenfone Zoom S qui est très bon, notamment c'est le nouveau champion de notre top 10 autonomie. Il est excellent. Mais là, c'est le Zenfone AR. Alors AR, c'est pour Augmented Reality. Augmented Reality, voilà. bien sûr. Pourquoi ? Parce que ce smartphone est un smartphone compatible avec les technologies Daydream et Tango de Google. C'est-à-dire Daydream, c'est la technologie qui est dédiée à la réalité virtuelle, donc avec un casque associé et une télécommande joystick qui permet de commander ce qu'on peut voir dans le casque. Et Tango, c'est leur système de réalité augmentée. Alors ce système exige certains capteurs supplémentaires, c'est-à-dire qu'au dos de l'appareil, on va voir qu'il y a non seulement un capteur photo, mais aussi un capteur de profondeur, un capteur infrarouge également. Cela permet de bien se situer dans son espace, de savoir exactement où sont les murs de sa pièce et de pouvoir se déplacer autour d'un objet qu'on pourrait placer, comme on le voit là sur la démo. On a placé une voiture au milieu de notre labo ou simplement un petit dinosaure. On tourne autour. Un truc classique. Voilà, tout simplement, c'est normal. Un petit dinosaure qu'on salue. Il a un peu d'un plus seul gros coup. d'un coup. Oui, alors il y en a plusieurs. On peut choisir entre plusieurs. D'accord. Alors, c'est intéressant, ça fonctionne plutôt bien, on va dire. Parfois, les applications, on sent que qu'est-ce qu'il y a qui va pas alors on sent que les développeurs tentent des choses. Parfois, les applications sont un petit peu compliquées. Ça marche pas forcément très bien. Quand ça fonctionne bien, voilà, c'est parfait. C'est la réalité augmentée qui marche pas bien. Alors, la réalité augmentée. Et puis, c'est aussi sur la réalité virtuelle. Il a un écran qui a quand même une résolution de 515 pixels par pouce. Donc, on pourrait dire que c'est plutôt bon. Mais en fait, quand on a un écran de smartphone comme ça devant les yeux, c'est toujours le même souci, c'est qu'on voit terriblement les pixels, quoi. Et au final, en fait, le vrai problème de cette histoire, c'est que le système Tango nécessite des capteurs supplémentaires, donc nécessite un matériel supplémentaire. Donc finalement, il n'y a que 2 téléphones qui sont compatibles avec ça, c'est-à-dire un modèle chez Lenovo, le Fab 2 Pro, et celui-ci. Donc quand il n'y a que 2 téléphones, les développeurs ils se bousculent pas au portillon, peuvent venir développer quoi que ce soit. Donc le choix est vraiment pas immense. Et le problème, c'est que derrière, il y a Apple qui arrive avec iOS 11, AirKit. On voit déjà un engouement. Raphaël a parlé justement avec un développeur français qui commence à s'amuser avec justement ses capacités de développement qui sont incluse directement dans les nouveaux iPhones, enfin dans tous les iPhones, depuis l'iPhone 6, si je ne m'abuse, jusqu'au prochain iPhone. Donc là, on va avoir des on pourra dizaines... faire de la réalité augmentée à partir de l'iPhone 6. Oui, sans avoir de capteurs supplémentaires et autres. Donc c'est-à-dire que les gens qui ont déjà leur iPhone, en septembre, ils vont avoir des applications de réalité augmentée qui arrivent en un clic, une mise à jour, et ça sera disponible. Donc ça va être compliqué pour Google de lutter contre Apple à ce niveau-là avec ce système Tango. Alors qu'ils étaient les premiers. Et effectivement, techniquement, oui, pourquoi pas, c'est convaincant, mais il y a peu d'applications. Les applications sont pas forcément abouties, et à partir de là, ça va être compliqué. Parce que les dinosaures, on en a vite fait le tour quand même. Voilà, alors c'est sympa de placer sa chaise au milieu de son salon, sa chaise virtuelle, pour voir comment elle va avec sa table, mais on va pas non plus très loin dans les usages. Au bout d'un moment, on s'en lasse. Dans les usages, on sent que les développeurs, il n'y a pas un engouement fou autour de ça pour l'instant du côté d'Android. Combien coûte cet Asus Zenfone ? Et voilà, c'est ça aussi, il coûte 900 €. Donc il coûte 900 €. Ah oui. Donc voilà, c'est un modèle haut de gamme, mais bon, c'est cher payé pour ce que ça propose pour l'instant. Ah ouais. Et pour le reste, la photo. Et pour le reste, en photo, c'est pas extraordinaire. L'autonomie est plutôt pas mal, mais pas non plus dingue. Après, oui, la puissance, c'est le Snapdragon 821. C'est pas le dernier de Snapdragon, donc. Bon, on sent que les constructeurs se cherchent encore beaucoup sur cette technologie et que c'est pas encore vraiment au point. Voilà, on peut pas gagner à tous les coups. Non. Oui, on vient de... Attendez, dans mon oreillette, on vient de me dire que les ingénieurs d'Asus sont en train de pleurer là, je ne sais pas pourquoi. Une espèce de... Et comme ils pleurent aussi chez Apple, tout le monde pleure. De crise de sanglots là actuellement. Pendant les vacances, parce que là... et un contrat sur Jean-Sébastien Zanqui, c'est ça? D'accord. Jean-Sébastien, merci pour ce dernier 01 Live. C'était un plaisir. On ne se revoit pas à la rentrée. Merci beaucoup. Merci. Bon, et vous, quel est le smartphone qui vous a le plus marqué depuis ce début d'année parmi les 4 que nous vous proposons aujourd'hui?
C'est la question 01net Orange du jour. Eh bien, c'est toujours le Galaxy S8 qui est en tête. Bon, c'est pas très étonnant en même temps. Hein. Si c'est la question, c'est celui qui nous a le plus marqué. Moi, je partage c'est clairement le S8. Voilà. Après, c'est celui qu'on peut acheter peut-être le plus facilement. Voilà. Mais c'est vrai que le S8, tu disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment le téléphone qui est au-dessus du lot aujourd'hui. Ils sont clairement loin devant. D'ailleurs, on avait froid le jour où il est sorti. Hein. On vient de le voir. Mais si, c'était à New York et il faisait un temps de cochon. Mais bien sûr, je m'en souviens. C'était il y a quelques mois. Je m'en souviens, tu m'avais payé un burger. Je sais pas pourquoi après, Pierre nous a passé cette image, mais bon. Je ne sais pas, écoutez. Oui, n'importe quoi. La prochaine fois, mets-nous François et Jérôme en maillot de bain. Oui, alors là, oui, c'est vrai que là, tu veux faire exploser l'audience, c'est ça? Oui, exactement. Mais exploser au sens propre. Au mauvais sens du terme. Exactement. Allez, on va s'arrêter là. Merci. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à voter sur la question 01net Orange. Et on se retrouve, attention, be careful, parce qu'on est bilingue ici, on vous le dit. La semaine prochaine, dernier 01 Live Hebdo de la saison. Yes. Mais on reviendra encore mieux l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine, à la rentrée. Donc on va essayer de vous préparer un truc sympa pour le dernier numéro, juste avant les vacances. Hein, c'est ça. On vous dit pas, mais ça devrait être pas mal. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Le replay est disponible sur YouTube, sur 01net TV. Très vite. À bientôt. Salut à tous.